Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk-show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk-show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission Les Grandes Gueules sur Espace TV, mais aussi sur nos radios partenaires. Du côté de Kindia, vous nous écoutez sur Kaniazik. On va continuer évidemment l'entretien avec notre invité, mais d'abord quelques réactions sur notre plateforme GGO 8037. Bonjour les Grandes Gueules. Voilà, bonjour Dr Ousmane Kaba. Confirme que l'État est absent aujourd'hui. S'il confirme que l'État est absent aujourd'hui, si vous confirmez aussi l'expression de Cellou Dalein qui dit que la Guinée est devenue un État sauvage de sa gestion actuelle. Vous êtes de quelle opposition? Voilà, il pose la question. Vous êtes de quelle opposition? C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste toujours avec ces auditeurs très nombreux à réagir. Bonjour Lamine, dites à Dr Ousmane Kaba d'essayer de faire comprendre. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire parce que le message n'est pas venu au complet. Dernier, je m'arrête là-dessus. Voilà, ça vient pas. Allez, boum. Bonjour les Grandes Gueules, bonjour à Dr Ousmane Kaba. Voici un leader que je respecte parce qu'il a une conviction. Les défis sont énormes et les politiques nous ont toujours dessus. Dites-nous, Dr Kaba, en quoi les Guinéens peuvent vous faire confiance? C'est un auditeur qui pose cette question. On continue l'interview. Oui, avant la pause, le docteur parlait des messages qu'il a bien pu donner du côté de la Haute-Guinée. Moi, la question que je me pose, c'est qu'en Haute-Guinée, les gens savaient bien que vous étiez avec le président Alpha Condé. Lorsque vous venez dans les confins, dans les villages pour expliquer un nouveau programme, une nouvelle vision, que ce n'est plus au professeur Alpha Condé qui doit faire confiance, mais à vous désormais, est-ce qu'on vous posait quelquefois la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? Oui et non. Oui, pour certains. Mais en réalité, beaucoup d'entre eux savaient déjà tout ce qui se passe ici. Ouais. Moi, j'ai été impressionné par la capacité d'analyse dans les villages. Vous savez, nous, les intellectuels, nous avons tendance à sous-estimer des illettrés qui se trouvent dans les villages, des vieux, etc. Et je vous assure qu'ils ont une très grande capacité d'analyse. Beaucoup de gens se posent cette question et ils sont informés, première chose. Et ensuite, ils font un raisonnement juste. Beaucoup d'entre eux disent, voilà, nous avons accordé notre suffrage au professeur Alpha Condé pendant 2 mandats. Et bientôt, c'est la fin du 2e mandat. Et il faut bien qu'on regarde ailleurs. Voilà. Le 3e mandat, l'éventuel 3e mandat, la Haute-Guinée, selon certains observateurs, pouvait être un peu le levier de tout cela. Vous pensez qu'une telle conception n'est pas de mise dans la mentalité des gens en Haute-Guinée? Enfin, c'est pas ce que moi j'ai entendu. Le RPG, désormais, un géant terrassé par le PADES. Je crois que vous allez trop vite en besogne. Ce que je dis, c'est que le PADES, en tout cas, est en train de s'installer très bien en Haute-Guinée et que beaucoup de gens commencent à regarder ailleurs. À un moment, c'est clair que la date des élections communales est annoncée. Comment le PADES se prépare déjà? Écoutez, tout parti politique a pour vocation de conquérir le pouvoir. La vocation, c'est de participer à toutes les élections communales, les élections législatives et les élections présidentielles. Donc c'est tout à fait normal que déjà, à l'intérieur du pays, dans beaucoup de zones, pas seulement d'ailleurs en Haute-Guinée, même au Fouta, il y a beaucoup de gens qui commencent à nous dire, écoutez, nous serons intéressés à être candidats dans notre commune. Et le rôle d'un parti politique, c'est d'appuyer ses militants lorsque ces militants ont des ambitions légitimes. Voilà. Donc, ce que je dois dire, et vraiment je reviens sur un problème de fond en Guinée. Vous savez, la démocratie repose sur un certain nombre de valeurs. L'une des premières valeurs, c'est le choix des dirigeants par les citoyens. Et ce libre choix passe par des élections régulières, des élections à des dates constitutionnelles. L'un des gros problèmes que nous avons avec notre démocratie, c'est que nous avons des dates mouvantes. À partir de là, il y a un gros problème sur la conquête démocratique de la Guinée. Et on nous dit toujours, oui, c'est la CENI, mais la CENI ne dispose pas d'un budget. C'est l'État qui donne le budget à la CENI. Et il suffit que l'État traîne les pieds
et le tour est joué. Depuis 7 ans, il n'y a pas eu d'élection communale en Guinée. C'est un scandale démocratique et c'est un déni de démocratie. C'est très très important de le dire ici. Avec cette nouvelle date qui est annoncée, est-ce que vous, Dr Ousmane, vous y croyez? Est-ce que vous pensez que cette date sera tenue? C'est vrai que le président de la CENI nous rassure. C'est vrai que le budget n'est pas dans les caisses de la CENI, mais il croit très fort qu'on pourrait y aller pour le 4 février. Qu'en est-il de vous? Les précédentes dates aussi, on avait exactement le même type de discours. Je crois qu'on a un problème de crédibilité. Et c'est très important. La crédibilité, c'est lorsque vous parlez que les gens vous croient. C'est ce qu'on appelle la crédibilité. Et si vous avez un passé de déni, la crédibilité est difficile à faire à asseoir. Voilà ce que nous avons. Alors justement, Mafoudia me tend la perche en parlant de cette CENI-là. On va évoquer avec vous vos relations avec l'opposition républicaine. On sait que c'est une opposition qui a pas mal de revendications. Est-ce que vous vous retrouvez à l'intérieur de ces revendications portées par l'opposition républicaine? Et donc aussi, justement, un des éléments de cette revendication, c'était qu'un budget soit mis à la disposition de la CENI pour l'organisation de la communale. Désormais, c'est des communales. Désormais, c'est chose faite. Est-ce que tout est parti ainsi pour vous rassurer, Dr Ousmane? Moi, je ne sais pas si la totalité du budget est déjà donnée à la CENI. Il y a déjà une portion 90 milliards de disponibles sur les 352 milliards. Moi, je suis un économiste, je ne crois qu'aux projets qui sont financés. Voilà. Bien. Docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin. Alors, vos rapports avec l'opposition républicaine? Écoutez, moi j'ai des bons rapports et avec l'opposition et avec certains éléments de la mouvance. Mais dès le départ, j'ai dit que je ne fais pas partie de cette opposition républicaine pour les 2 raisons. Je les signale tout le temps. La première raison, j'ai dit, c'est parce qu'elle est intolérante, tout comme le pouvoir. J'ai assisté à des expulsions de part et d'autre. Vous êtes centriste finalement à la fin du compte? Non. Deuxième raison, c'est important, docteur, de revenir là-dessus, parce que si on n'arrive pas à lire PADES, c'est un peu compliqué. Je vais vous expliquer. La deuxième raison, c'est que c'est un nouveau parti. Moi, je n'ai pas le droit de décider tout seul. Je vais me retrouver avec mes militants à un moment donné et nous allons discuter et nous allons prendre une décision collégiale. Voilà. Ceci dit, j'ai toujours dit que le positionnement sur l'échiquier politique en Guinée ne doit pas être confondu avec un positionnement idéologique. Sur le plan idéologique, nous sommes un parti libéral, libéral et social. Parce que je ne crois pas au communisme, je crois à la solidarité africaine. J'ai dit, nous n'avons pas besoin de... Vous ne croyez pas au communisme, mais vous avez accompagné quand même le professeur Alpha Condé. Oui, mais sur quelle plateforme? Justement. Sur une plateforme libérale, je vous préviens. Si vous le dites. Regardez le projet de société du RPG Arc-en-Ciel, c'est un projet de société libérale. C'est sur ça que nous nous sommes entendus. Mais l'homme en tant que tel, lui... Justement, parce que l'autre pan, c'est que beaucoup de personnes se disent, c'est pas la première fois que vous créez un parti politique, on se rappelle du Parti Plus, Dr Ousmane Kaba. D'aucuns disent, juste, c'est pour amuser la galerie, demain le professeur va l'appeler, il va revenir encore. Il va fondre son Justement, là, vous allez fondre votre parti. Alors, je vais vous donner une réponse nette et sans langue de bois. Bien. Ça ne se passera pas. Vous êtes sûr, docteur? Je suis catégorique. Vous êtes sûr? Je ne pourrais fondre mon parti avec aucun autre parti parce que la situation ne s'y prête pas du tout. Les grandes gueules. Je l'ai fait à l'époque parce que je croyais. Je ne Vous crois pouvez plus. croire à d'autres personnes que Justement, pas le professeur quelle autre Condé. personne? Notre candidat, j'en sais rien. Quelle autre personne? Je sais au second tour en 2020. Rassurez-nous, docteur, Arrêtez. c'est important. Non, c'est à vous de nous rassurer, c'est pas Le qu'on va arrêter, PADES docteur. ne sera fusionné avec aucun autre parti. C'est aussi clair que ça. Je repose la question. Vous n'allez jamais fusionner PADES avec... Je vous dis jamais. Bien. Non. D'accord. Je sais, j'ai entendu des politiques dans ce studio. Non, ici. Mais si, c'est important. Moi, je ne le ferai jamais. Bon, Parce que les conditions sont complètement différentes, les perspectives sont différentes et la situation est complètement différente. Bien. J'ai envie de dire, comme pour parler comme mon ami, qu'on ne se lâche jamais 2 fois dans le même fleuve. Le monde est un monde dynamique, c'est un monde changeant. Et c'est pour ça... C'est que ça aussi la politique, docteur. Mais absolument. Mais justement. Mais la vie elle-même, la vie change. Donc vous pouvez Le changer pays aussi. change. Vous avez votre ancien Premier ministre qui est dans la course aussi à la conquête. C'est ça. M. Sidia Touré. Ah, M. Touré. Lui, il a les arguments qu'il faut en tant qu'économiste. Vous pouvez avoir un dialogue chiffré.
Et ça peut vous amener à fondre votre parti. Pas du tout. On doit faire des alliances, mais pas fondre. Les partis doivent normalement se retrouver. Lorsque vous partagez les mêmes points de vue. C'était une erreur. Non, il a dit qu'il a été naïf de toutes les façons. Il l'a reconnu dans ce studio. Alors, docteur, un mot sur le fichier électoral et la réforme de la CENI. Oui. Oui, justement. Votre point de vue sur la réforme de la CENI aujourd'hui, parce que d'aucuns parlent aujourd'hui d'une dissolution complète afin de changer les différents cadres de ce côté. Vous savez, au départ, nous avons fait le mauvais choix. Parce qu'il était question d'avoir la CENI technique qui devait être neutre, formée de technocrates qui ne sont pas liés à un parti politique. La Guinée a malheureusement pris une CENI où c'est le représentant des différents partis politiques qui se retrouvent là-dedans. C'est ce qui fait que la CENI devient partisane et très difficile parce que c'est le lieu d'intersection des intérêts partisans. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé de prendre un représentant de la société civile pour présider la CENI. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a du progrès, mais personne ne peut mettre la main au feu. Voilà. Moi, je voudrais, lorsque la CENI donne des chronogrammes, que ces chronogrammes soient appuyés par des financements conséquents. Tant que le financement n'est pas là, on ne peut pas faire foi à un chronogramme. Docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules, Mafoudia Bangoura. Alors, docteur, est-ce que vous craignez quand même à un moment un jumelage des communales, mais aussi et des législatives? Craindre, non, je ne crains rien du tout. Moi, ce que je dis, des élections jumelées ou pas valent mieux que pas d'élections du tout. Voilà. Donc vous il faut se rappeler qu'en 2018, normalement, cette assemblée doit finir. Donc il faudrait bien qu'on pense en 2018 renouveler encore l'Assemblée nationale et ne pas traîner comme cela a été le cas par le passé et avec l'ancienne Assemblée sans qu'il y ait une nouvelle Assemblée. Donc seriez favorable, bien. Parce qu'on a quand même attendu depuis plusieurs années. Le 4 février, c'est les communales. Et 2018 aussi, ce sera une autre élection pour les législatives. Logiquement, et même en termes de coûts, est-ce que ce ne serait pas plus bénéfique pour l'État guinéen d'aller à ce jumelage-là? Est-ce que les conditions techniques sont réunies? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut des élections et communales et législatives en 2018. Que ces élections soient couplées ou non, c'est impératif que ces deux élections aient lieu en 2018. Voilà, on va essayer d'évoquer d'autres points. Oui, docteur, on va profiter de vous pour évidemment porter un regard sur les dernières situations, notamment celle de Boké. Vous êtes un acteur politique éminemment économique. Boké est une zone où évoluent beaucoup d'entreprises minière, donc forcément une zone pour l'économique de notre pays. Pour vous, quel est le regard que vous avez porté sur les derniers événements à Boké, Kamsa, peut-être Sangaridi? C'est un regard très triste. J'ai eu mal à Boké, à Kamsar, Sangaridi, parce que toute cette zone de notre pays est en train de vivre le calvaire. Pourquoi? Parce que le gouvernement s'est spécialisé dans l'exportation de la bauxite brute, au lieu d'aller vers l'alumine et l'aluminium. C'est une situation que nous avons dénoncée par le passé et que nous continuerons à dénoncer. Je rappelle que d'autres pays, dans la même situation que la Guinée, ont interdit l'exportation de la bauxite. L'Indonésie et la Malaisie. Et la Guinée s'est engouffrée dans la niche. Et on nous a présenté ça comme une grande victoire minière, sans voir les conséquences écologiques énormes. Encore une fois, lorsque nous prenons des décisions, nous sommes solidaires vis-à-vis de nos contemporains, mais nous sommes aussi solidaires vis-à-vis des générations futures. Et nous n'avons pas le droit de dévaster notre pays et donner en héritage une Guinée démembrée, une Guinée désarticulée aux générations futures. Et avec tout ce que nous avons comme changement climatique, tout ce que nous avons comme conditions de vie. Ceci dit, lorsqu'on étudie un projet, il faut en même temps faire l'impact environnemental. Et cet impact environnemental nous dicte des conduites, des actions, des mesures qui sont à prendre. Je vous donne un exemple terre à terre. Il est inadmissible de faire passer des centaines de camions et de la poussière dans une ville. Et lorsqu'on parle, on dit non, on peut faire une route en dehors de la ville. On aurait dû commencer par la contournante. Et cette contournante, normalement, devrait faire partie de l'étude d'impact environnemental. De deux choses l'une. Où on fait des projets sans études, où
Ou alors, quand on fait des études, on n'applique pas les conclusions de ces études. On passe outre. Les deux approches sont tout à fait condamnables. Voilà. Et je suis très triste parce que Bokeh est martyrisé. Des populations qui voient des richesses partir, des richesses énormes, qui n'ont ni eau ni électricité, dont les conditions de vie sont encore détériorées, je pense que c'est inacceptable. Alors, le président de la République a déclaré cette zone économique spéciale. Vous, en tant qu'économiste, pour le Guinéen moyen qui a envie de comprendre c'est quoi le contenu du terme zone économique spéciale, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Quel est le contenu? Je n'en sais absolument rien. Moi, je suis simple que ça, mais non, oui. mais je vais vous dire. Je vais vous dire. Zone économique spéciale, normalement, il y a un contenu. Attendez. Moi, je n'en sais absolument rien. Ouais. D'habitude, on peut créer des zones économiques, des zones spéciales, dans lesquelles on fait des investissements majeurs. Ce que je ne vois pas. On peut créer une zone dans laquelle on défiscalise pour encourager l'activité économique. C'est les zones franches. Je ne vois pas. Alors moi, je ne sais pas quel est le contenu. Voilà. Allez, je pense qu'il faut demander aux différents auteurs de la notion quels sont les contenus qui sont dedans. C'est juste un coup de com'. Le contenu, il n'y a rien. Je n'en sais absolument rien. Je n'ai rien vu qui me dise voilà cette zone économique, voilà le contenu en termes d'infrastructure, voilà le contenu en termes de fiscalité allégée, voilà le contenu en termes d'encouragement à la production locale. En termes d'emploi. Je ne vois rien. Alors, docteur, comment vous analysez la réponse qu'a apporté le gouvernement au cri de cœur des populations de Bokeh Sangaredi, Kolabouni, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et également les réponses qui ont été celles de ces populations en protestant de façon assez virulente, en s'en prenant d'ailleurs à des édifices publics. Est-ce que vous approuvez de tels agissements? Non, la violence ne mène nulle part. Que cette violence soit au niveau des autorités ou de la population, il faut éviter la violence. Ceci dit, moi je comprends les frustrations des uns et des autres. Lorsque vous êtes dans une ville qui est assiégée par la poussière et que vous manquez d'eau et que vous manquez d'électricité et que vous êtes jeune et que vous n'avez pas de perspective d'emploi, je comprends très bien que cela puisse déboucher. C'est un cocktail qui peut déboucher sur la violence. Ceci dit, tout le monde doit apaiser la situation. Même des politiciens d'un autre bord, tout le monde doit chercher à apaiser cette situation pour que le gouvernement puisse corriger le tir. Quelle réponse le gouvernement doit apporter à une telle situation? Quelle Écoutez, réponse concrète? Posez la question au gouvernement. Mais si vous me demandez, si vous me demandez en tant qu'homme politique ou économiste, je dirais qu'il faut apporter des réponses concrètes. Ces réponses concrètes, qu'est-ce qu'elles sont? Il faut faire ces investissements qui sont nécessaires pour ne pas déjà qu'il y ait trop de poussière dans ces villes. Il faut faire des investissements en eau, il faut faire des investissements en électricité. Mais mieux que cela, il faut donner des débouchés. Les grandes gueules. Alors, puisque vous parlez de... Il faut les former. Je suis d'accord qu'il faut les former, mais la formation n'est pas suffisante. Il faut des entreprises en face. Je le dis pourquoi? Parce que chaque fois ici qu'on parle de chômage, on parle de formation. Comme si la formation suffisait. Ce n'est qu'une partie du problème. L'autre partie du problème, il faut des entreprises en face qui sont susceptibles d'embaucher. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours insisté qu'il y ait des usines d'alumine et non qu'on exporte de la bauxite brute. Parce que quand il y a une usine d'alumine, c'est des centaines et des milliers d'emplois qui sont créés en même temps. C'est des contributions financières importantes au budget local et au budget national. Bref, c'est ça le développement. Justement, ce qui m'amène à vous poser... Et c'est toujours déplorable pour la Guinée d'exporter la bauxite brute, les envoyer dans des pays qui n'ont même pas de bauxite, qui, eux, bénéficient des usines d'alumine. Les grandes gueules. Bénéficient du travail de nos milliers de jeunes. Voilà ce que ça fait. Justement, le chef de file de l'opposition, quand il était dans le studio, il expliquait les risques qui étaient liés à cela. Mais sinon, cet accord cadre, qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous n'êtes pas d'accord, ce que je vais poser comme question directement, c'est de savoir quelle alternative... Quel accord cadre? Des 20 milliards, voilà. Ah, les fameux 20 milliards. Les fameux 20 milliards. Quelle alternative s'offrait à nos autorités pour ne pas, comme vous le disiez tout à l'heure, vendre nos bauxites? Quelle alternative? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de notions qui sont confondues là. L'histoire de 20 milliards n'a rien à voir avec la bauxite. Ça peut être la bauxite, ça peut être l'alumine, ça peut être autre chose.
D'abord, 2 ou 3 idées là-dessus. Premièrement, il ne s'agit pas d'un financement. Il s'agit d'une intention de financement. Je crois que c'est très très important parce que les gens ont l'impression qu'on va avoir 20 milliards. Non, ce n'est pas de cette façon que ça marche. C'est un accord qui n'est pas contraignant. Donc ce n'est pas un accord de prêt. Voilà, un accord de prêt, c'est un accord qui va dire l'objet, qui va préciser les conditions et qui va obliger les deux parties. Dans ce qu'on appelle MOU, Memorandum of Understanding, c'est un peu ça, un accord cadre. C'est simplement une direction que l'on montre. Les Chinois disent, nous sommes prêts à vous assister à hauteur de 20 milliards dans les 20 années à venir, si nous nous entendons sur des projets spécifiques. Voilà. Et rappelez-vous, on avait déjà eu 5 milliards de cette façon d'Abu Dhabi. 5 milliards de dollars. Il n'y a pas un seul projet. Donc, il faut savoir raison garder. Ce n'est qu'une intention de financement. Ensuite, de quoi il s'agit? Moi, mon avis, c'est que c'est une bonne approche. C'est une bonne approche. Pourquoi? Parce que la Guinée a besoin d'infrastructures, la Guinée a des ressources. Il faut échanger d'une manière ou d'une autre ces ressources contre des infrastructures. Ceci dit, ce n'est pas un troc. Un troc, c'est l'échange d'un bien contre un autre bien. Oui, ça, c'est pas argent contre mine? Je vais y arriver. Un troc, c'est l'échange d'un bien contre un bien sans la monnaie. C'est ce qu'on appelle le troc. Le troc, pour des économistes comme nous, il y a énormément de problèmes, notamment ce que nous appelons la double coïncidence des besoins et le problème d'équivalence. Ça, c'est des détails, je ne rentre pas dans ça. Ça veut dire que si vous voulez échanger votre vache contre mon orange, il faut que vous ayez envie d'orange et que moi j'ai envie de vache en même temps. Donc cette double coïncidence des besoins est très difficile, ça altère le phénomène du troc. C'est pourquoi le troc, il n'y a pas de progrès avec le troc. Tu vois? Donc, et deuxièmement, le problème d'équivalence. Combien d'oranges vous allez échanger contre une vache? Donc ça pose des problèmes spécifiques. C'est pour cela que les hommes ont inventé la monnaie, pour faciliter les échanges. Donc ce que nous avons là, ce n'est pas un troc. Il faut complètement oublier cette notion de troc. Maintenant, de quoi s'agit-il? La Guinée a besoin d'infrastructures. Les Chinois disent, lorsque des projets d'infrastructures sont bien élaborés, nous allons financer ces projets d'infrastructure. Vous allez nous rembourser sur des mines que vous allez nous concéder par ailleurs. Voilà comment ça se passe. OK? Donc, première opération, vous nous présentez des projets. Si nous sommes d'accord comme une route, nous allons financer avec nos banques. Comment vous allez nous rembourser? Nous allons avoir une concession minière chez vous. Et les revenus futurs qui vont découler de cette concession minière vont vous permettre de nous rembourser. Voilà comment l'opération est montée. Maintenant, il y a un problème. Le premier problème, d'abord, c'est la concordance et la priorité. Est-ce qu'on va faire les projets d'infrastructure d'abord, ensuite les projets miniers, ou bien on va faire les projets miniers qui vont financer des projets d'infrastructure, ou on va faire les deux en même temps? C'est pour cela que si je fais l'autopsie de ce que nous avons, nous essayons de faire les deux en même temps. Si vous regardez, vous avez d'un côté 1,4 milliard la première année, c'est le projet de route, c'est le projet du PAC, c'est le projet d'université, on va en parler. Mais d'un côté, et de l'autre côté, nous avons 3 projets bauxitiques. Le projet de Henan Chine, le projet de CPI, China Power Investment, qui se trouve aussi dans la même région à Bokeh. Et puis, il y a le 3e projet, le projet de China. Voilà. Donc, ces 3 projets, qui sont tous des projets bauxitiques, 1 milliard, ça nous donne à peu près les 3 milliards et on essaie de vers ça. D'accord. Alors, docteur, moi je me pose une question parfois. D'un point de vue historique, si vous permettez. Allez rapidement. Juste. Premier point, il faut savoir que c'est le paquet global de la transition. C'est la transition d'abord militaire qui a essayé de vendre le paquet global aux Chinois, si vous vous souvenez. Et ensuite, lorsque ce régime est venu,
moi je dirigeais les négociations avec les Chinois et nous avons initié un paquet de 23 milliards. Mais cette fois-ci, c'était un paquet contre le fer. Et c'est là que j'ai dit que la Guinée a raté la plus grande opportunité de son histoire. Les grandes gueules. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Chinois avaient besoin de beaucoup de fer. Je rappelle qu'en 2012, la Chine a acheté plus de 600 millions de tonnes de fer. Ouais. Et que la Chine seule représentait 63% du marché mondial du fer. Ouais. Donc la Chine a demandé à la Guinée, donnez-nous du fer et nous allons vous préfinancer. Je dis cette fois-ci préfinancer, ce qui est différent de ce qu'on est en train de faire. Nous allons préfinancer 23 milliards de dollars. Malheureusement, j'étais le seul à y croire. Je les avais expliqué que seule la Chine était la première puissance financière du monde et qu'il fallait tout faire. Personne ne m'a écouté parce que tout le monde était omnibulé par les histoires de Rio Tinto, etc. Or, en tant qu'économiste, je savais que Rio Tinto n'avait aucun intérêt à faire le projet. Qu'est-ce qui s'est passé, malheureusement, pour la Guinée? Ouais. Puisqu'on a refusé, les Chinois ont fait le deal avec les Camerounais, les Sierra-Léonais, etc. Donc, ils ont sécurisé leur approvisionnement en fer. Tant pis pour la Guinée. Et comme c'était l'acheteur majeur, 63% du marché mondial, la Chine ayant sécurisé son approvisionnement en fer, la Chine s'est retirée du marché du fer. Ce qui devait arriver arriva. Le prix du fer est tombé de $130 à $40. Donc les risques, docteur. Donc en ce moment, la Guinée a déjà perdu. Les grandes gueules. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait entre-temps? Nous avons donné à la même Chine pratiquement Simandou, contre rien. Mais ils n'en ont plus besoin. C'est pour ça, bien qu'ils aient Simandou aujourd'hui, ils ne se précipitent pas pour faire un projet sur Simandou. Parce qu'ils ont déjà fini de sécuriser leur approvisionnement. Alors, troisième temps, mieux vaut tard que jamais. Maintenant, on essaie de reprendre cette idée que j'avais eue, mais entre-temps, comme la Chine n'a plus besoin de faire, la Chine est revenue à une contrepartie globale en disant, c'est vague, je veux des ressources minières, ça peut être la bauxite, ça peut être autre chose, ça peut être le fer, hein, si la conjoncture change. Donc, c'est la troisième tentative aujourd'hui, mais ce n'est pas de l'argent. Donc, ce n'est qu'une intention de financement. En vous écoutant, c'est finalement, au moment venu, si le moment vient bien évidemment, c'est la Chine qui va dicter de la ressource voulue. Mais évidemment. La faisabilité. Évidemment. Ça veut dire que attendez. Nous, on devient quoi dans tout ça en tant qu'État? Attendez. Docteur, la faisabilité. C'est la Chine. Ouais. Lorsqu'on dit faisabilité, il y en a deux. Ouais. Alors, ce qu'il doit faire, je vais vous interrompre 2 minutes, docteur. Non, vous allez écouter le président par rapport à, évidemment, à la faisabilité. Non, si vous permettez, ouais. Il faut que les gens distinguent les deux. Mais c'est pour cela. Les deux types de projets. On ne va pas trouver ça dans le discours du président. Ah, mais si. S'il vous plaît. Mais si vous l'écoutez, ça serait bien. S'il vous plaît. Si vous l'écoutez, ça serait bien. Je vais le faire. Oui. Je vais simplement dire ceci. C'est pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Oui. On parle de deux types de projets. Ouais. D'un côté, les projets d'infrastructure dont nous, on a besoin, ouais. Route. De l'autre côté, les projets miniers dont les Chinois ont besoin. Et dans les deux cas, on parle d'études de faisabilité. Donc, il faut faire attention. Ouais. Quand il s'agit des projets miniers, évidemment, c'est les Chinois qui sont intéressés. C'est leur projet et c'est eux qui vont faire leur étude de faisabilité. Quand il s'agit des projets d'infrastructure, c'est la Guinée qui est concernée. Donc, c'est la Guinée qui doit ordonner les études de faisabilité. Elle peut se faire aider par les Chinois comme par un autre cabinet indépendant. Vous voyez? Donc, c'est la responsabilité du gouvernement de sortir un projet bancable, une étude de faisabilité technique financière. Voilà. Bien. Donc, c'est les deux types qu'il faut distinguer. Donc, il faut, que les Chinois soient intéressés par une mine donnée et qu'ils prennent l'initiative de nous présenter un projet au gouvernement guinéen. Mais le gouvernement guinéen a aussi la possibilité de faire expertiser ce projet, évidemment, pour s'entendre sur les coûts, etc. Voilà, docteur Ousmane Kaba, notre invité. On va essayer d'écouter le président Alpha Condé par rapport, évidemment, à vos explications. Et derrière, on revient. C'est parce que nous avons pu établir des rapports exceptionnels aujourd'hui avec la Chine. Donc, au lieu de fantasmer, tout patriote devrait être fier parce que pour la première fois pendant 20 ans, la Guinée aura des fonds qui sont consacrés
aux infrastructures, aux routes, aux ports, aux chemins de fer. Vous savez très bien que le grand handicap de la Guinée, c'est cela, l'électricité, l'eau, les routes, les chemins de fer, les ports. Donc pendant 20 ans, ce n'est pas un accord qui est lié au mandat de Alpha, c'est un accord sur 20 ans. Et ce n'est pas seulement 20 milliards. Ça dépend de deux choses. Notre capacité à présenter des projets bien ficelés et notre capacité de remboursement. Ça veut dire, plus il y a d'entreprises chinoises, plus nous sommes capables de présenter des projets bien ficelés, nous aurons accès à ces crédits. Et plus nous aurons plus d'entreprises chinoises qui travaillent pour rembourser, plus nous aurons davantage de crédits. Donc les 20 milliards, ce n'est qu'un point de départ. Ça veut dire, et j'ai décidé que la croissance en Guinée, et vous avez une croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire 10, 11, 12. Mais pour avoir cela, il faut investir chaque année, public et privé confondus, 1,5 milliard de dollars. Donc nous sommes déjà assurés qu'au moins chaque année, bien sûr en fonction de notre capacité à présenter des projets bien ficelés, parce que le gouvernement ne peut financer que si vous avez des projets bien ficelés et que vous signez des contrats. C'est-à-dire qu'une fois que ces projets sont prêts, à ce moment-là maintenant, les banques peuvent financer. Donc sur les 1,5 milliard nécessaires entre le public et le privé, nous sommes déjà assurés que nos projets, on aura 1 milliard déjà. Il reste là, c'est 500 millions. Et cela sans compter les revenus que les autres entreprises minières vont apporter. C'est-à-dire les revenus de GAG, de Kamsar et de Russal, etc. Voilà la réalité concrète de cet accord. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.